annonce le retour de ses dîners du mercredi au vendredi. Amenez vos clients, vos collègues, vos amis à dîner dans l'ambiance unique de la gare du Palais. Grand stationnement intérieur disponible. On réserve sur charbon.ca. C'est l'heure Toyota chez Charlesbourg Toyota. Procurez-vous le RAV4 hybride 2023 dès maintenant. Un modèle puissant et sportif, agréable à conduire. Magasinez-le en ligne ou passez nous voir chez Charlesbourg Toyota, Henri Bourassa. La première affaire que tu vas entendre le matin. Good morning. Good morning. Good morning, Québec. Avec Dom Dumas. Lundi au vendredi, 5h30. Radio X. Présenté par Airfortin.com. Bloc, maison, terrain, Airfortin achète partout au Québec. Transaction rapide chez le notaire et il achète sans garantie légale. Airfortin.com. Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes. Choix. 98. Radio X. À Québec. Original. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Et nous débutons une autre semaine plus courte de notre côté. Bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Vous écoutez votre émission d'affaires étranges, inexpliquées et de phénomènes de psychologie. C'est la thématique ce soir Radio X-Files. Et nous avons un court extrait audio pour vous mettre dans l'ambiance du sujet de la soirée. Perhaps the most startling and far-reaching event in the recent history of Bigfoot hunting happened to a long-time investigator by the name of Roger Patterson. In October of 1967, he and a friend were in the Bluff Creek area of Northern California to investigate a reported sighting of two creatures. Suddenly his horse shied as a large creature stood erect from behind a log where it had been drinking from the creek. Patterson grabbed a 16-millimeter camera from the saddlebag and jumped from the back of the rearing horse to take the following pictures. Let's hear in Patterson's words exactly what happened that day. As I walked across the sandbar, I was able to get some fairly good footage of it. It turned a couple of times and looked at us, and as it turned, it seemed to give me the impression that it didn't want anything to do with us. It didn't run, it didn't act scared, but yet it acted leery of us. Patterson thought that he had proved once and for all that the creatures existed. But he found that even the film was in question. Bonsoir Christian, j'espère que tu as passé un excellent week-end Pascal. Oui, absolument. Donc ce soir, c'est le film Patterson-Gimlin, si je le prononce bien. Exact. Et comme on a entendu, c'est une histoire de Bigfoot. Ce sera pas vraiment de la psychologie, mais plutôt de la cryptozoologie ce soir. Oui. Et en fait, on aborde cette question-là. C'est un sujet qui me passionne. D'abord. Et je pourrais t'en parler longuement. On pourrait faire 5 émissions uniquement sur l'histoire de ce film Patterson-Gimlin. Et en fait, je te parle de ce sujet-là parce que c'est un auditeur qui a vu un documentaire à la télé, en fait une série documentaire qui est présentement à l'affiche sur Canal D, qui s'intitule Enquête de preuves, qui est une version française de la série documentaire The Proof is Out There. Et ils ont consacré, en fait, on a présenté là, tout récemment, là, c'était la semaine dernière, où il y a 2 semaines, on a présenté les épisodes 20 et 21 de la saison 2. Et ces 2 épisodes sont consacrés justement à une analyse du film Patterson-Gimlin. Et là, donc, on avait ces experts qui venaient parler, est-ce que oui ou non, le film est authentique, tout ça. Okay. Donc, on va se plonger là-dedans. Et là, bien évidemment, les propos étaient plutôt positifs quand on regarde l'émission. Disons, ces jurés est encore en train de délibérer. Là, je veux dire, on a quand même des bons indices que le jury est plutôt favorable. Donc, c'est un peu de ça qu'ils nous ont parlé. Et
La question qu'on me posait, qu'un auditeur a écrit à la station pour dire qu'est-ce que Christian Page pense du film Patterson-Gimlin, et j'ai trouvé que c'était un excellent sujet. J'avais abordé la question il y a quand même quelques années avec Yannick Marceau, et ce n'était même pas moi qui en avait parlé. On avait reçu un invité qui avait abordé la question du film Patterson. On en a parlé, rappelle-toi, il y a quelques semaines, lorsqu'on avait reçu Yvon Leclerc, et on avait parlé des fameuses moulages d'empreintes. Et à un moment donné, on a parlé de ces moulages, et j'ai lancé comme ça, j'ai dit oui, chez moi j'ai des moulages du film Patterson-Gimlin, et on a fait des analyses et on avait trouvé qu'il y avait des éléments assez particuliers dans ces moulages. Donc on a abordé un peu le sujet par la bande, mais on n'a pas vraiment parlé de ce qui était le film Patterson-Gimlin et le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la cryptozoologie. Et bien sûr, aux auditeurs, plusieurs le font, ça, de soumettre des suggestions de sujets. Là, c'est toujours apprécié, donc je suis contente que ça vienne de quelqu'un de notre auditoire aussi. Oui, puis j'aime recevoir des suggestions parce que tu comprends, on fait 4 émissions par semaine, ça fait faire bientôt 1 an qu'on le fait. Moi, ça fait personnellement 5 ans que je fais ça avec Yannick Marceau. Donc à un moment donné, pas que je manque de sujets, mais je ne sais plus quel sujet intéresserait les gens. Hein. Je veux dire, moi, je baigne là-dedans 24 heures sur 24. Donc, qu'est-ce qui va intéresser les gens? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Possiblement, il y a plein de sujets qui, moi, m'intéressent, mais je suis pas convaincu que ça intéresserait les auditeurs. Donc, j'essaie de faire un tri là-dedans, mais c'est bien d'avoir une vision du public qui nous dit, ça, j'aimerais qu'on en parle de ça. Donc, le film Patterson-Gimlin est un excellent sujet et un sujet que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je vais faire quelque chose de très particulier. Donc là, on a entendu un peu ce qui a été dit. Hein. C'était en 1967. On a entendu Roger Patterson qui racontait un peu ce qu'il a vu. On va revenir sur les détails du film. Mais uniquement pour ça, spécialement pour les auditeurs de Radio X, je ne le fais jamais. Mais pour te dire, je suis en train de travailler sur un livre qui s'intitule « Les grandes fraudes du paranormal ». Oh, OK. Ce livre-là devrait sortir cet automne. Et dans l'introduction du livre, j'évoque le film Patterson-Gimlin. Et je vais te lire ce que j'ai écrit, ce que je ne fais jamais, donc de lire des passages d'un livre qui n'est pas encore publié. Oui, c'est encore dans le script. C'est encore dans le script, mais l'encre n'est pas encore sèche. OK. Mais je vais quand même te lire ce petit passage dans l'introduction, et ça va te donner ma position par rapport au film Patterson-Gimlin, et ensuite on va se lancer dans le sujet. Alors, j'écris, là on est quelque part dans l'introduction, j'ai écrit, pour ce livre, j'ai choisi que des histoires où la fraude a été démontrée au-delà de tout doute raisonnable. J'ai écarté, par exemple, le linceul du Christ, conservé à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, en Italie, ou le célèbre film Patterson-Gimlin, tourné en octobre 1967 dans le nord de la Californie, montrant un présumé Bigfoot. Ces 2 exemples ont souvent été qualifiés de fraude par les sceptiques, mais dans les faits, ce qualificatif tient davantage dans des préjugés et des soupçons que dans des preuves étoffées et crédibles. Dans les 2 cas, et comme dans bien d'autres, le jury délibère toujours. Ah, j'aime ça! Donc, dans le cas du film Patterson-Gimlin, t'as un peu mon pouls, là, on le sait pas vraiment. Hein? Même si on sent que c'est peut-être une fraude, il faut encore le démontrer. Parce que ça me fait rire en surfant sur Google Images. Là, il y a quelqu'un qui appose une des captures d'écran d'un film 16 mm là, à côté du Grinch de Jim Carrey. Okay. Ça peut y ressembler, mais est-ce un costume? Est-ce une fraude? Ouais. On le sait pas. Voilà. Donc, le film Patterson-Gimlin, c'est un film... on va revenir sur le détail du film, mais pour situer les auditeurs, simplement si vous avez accès à un ordinateur, simplement tapez dans votre moteur de recherche Patterson-Gimlin. Hein, Patterson, c'est P-A-T-T-E-R-S-O-N, et Gimlin, J-I-M-L-I-N, et vous allez voir ce film, 59 secondes, où on voit, et probablement que la plupart des auditeurs l'ont déjà vu, hein, c'est célèbre, où on voit, on en a même fait une parodie dans Les Simpsons, où on voit donc un Sasquatch qui marche, et puis à un moment donné, au milieu du film, au début les images sont très sautillantes, et au milieu du film, il se retourne en direction du caméraman, un peu comme s'il faisait son, souriez, vous êtes à la caméra, là. Donc oui, c'est une espèce de sourire, et là il continue à marcher. Donc je me rappelle un épisode où on voit Homer Simpson était dans le bois, puis il était tout nu, puis il s'était recouvert le corps debout, puis à un moment donné il marche dans le boisé, puis il y a quelqu'un qui le filme, puis on voit ça à la télé, puis on voit que c'est calqué sur le film Patterson-Gimlin. Donc bref, c'est une belle parodie, c'est un film qui a marqué les imaginations en 1967. Moi je me rappelle la première fois où j'ai vu le film,
C'était en 1972. Le film a été tourné en 1967. Et en 1972, on avait fait un remontage. Le film c'est la première fois d'ailleurs qu'on le montrait dans les cinémas à grande échelle. C'était souvent, à l'époque, c'était loin, là, mais dans les années 72, au cinéma, on avait en fait toujours des programmes doubles, toujours 2 films. Et parfois, entre les 2 films, il y avait un clip ou un documentaire ou un truc comme ça. Et je me rappelle quand j'étais en 72, écoute, j'avais 9 ans, je me suis ramassé là, on avait un programme double, genre Dracula contre Frankenstein et la suite Frankenstein contre Dracula. Ah, oui. Et puis, entre les deux, on nous a montré ce film qui était quand même assez long, un film d'à peu près 1h30 qui s'intitulait, en français, de mémoire, hein, ça s'intitulait L'empreinte du monstre. Et en anglais, je me rappelle plus, je pense que c'était Bigfoot, Man or Beast ou quelque chose comme ça. Ça devait faire des belles soirées. Moi, je prône qu'on ramène ça. Ouais, des soirées d'horreur de même. Oui, et on voyait dans ce documentaire, donc on voyait le film Patterson, et j'avoue, j'étais ticu, là, à 9 ans, puis là, je voyais ça, puis on nous racontait, on voyait justement Roger Patterson, comment on avait tourné le film, comment ça s'était produit, puis c'était pour moi un peu magique, hein. Et ce film, il a marqué, en fait, toute l'histoire de la cryptozoologie. Je me rappelle encore récemment, je discutais avec John Kirk, qui est probablement le plus grand cryptozoologue canadien, hein, qui vit sur la côte ouest américaine, à Vancouver. Et John Kirk a qualifié, puis je trouve que son expression était bien, il disait, le film Patterson, c'est un peu le film Zapruder de la cryptozoologie. Hein. Le film Zapruder, c'est le film où on voit le président Kennedy se faire abattre. C'est un film qui a marqué, hein. C'est un film, c'est one of its kind. Il n'y en a rien qu'un, c'est le film Zapruder. Quelqu'un l'a capté au vif et voilà. On l'a. Voilà. Et en cryptozoologie, on a un seul film de cette ampleur-là, et c'est le film Patterson-Gimlin. Donc, on va essayer, parce que, comme je te dis, je pourrais t'en parler très longuement. Puis je parlerai également de ma propre implication. Hein. Je suis allé là-bas, j'ai rencontré Patty Patterson, qui est la femme de Roger Patterson. J'ai obtenu les fameux moulages d'empreintes, dont on a fait les analyses, tout ça. Donc, je vais te parler de ça. C'est un sujet que je connais bien, et ça me fait plaisir d'en parler, parce que je pense que c'est un sujet qui vaut le détour, qui vaut le fait qu'on en discute. Et je te laisse aller, mon cher Christian. Voilà, donc si on a besoin de faire une pause, envoie-moi un petit message. Je regarde vite comme ça, on va s'en sortir. Bon, ok, parfait. Donc, on reprend du début. Donc, c'est donc cet auditeur de Radio X qui m'écrit pour avoir vu là à la série Enquête de preuve Canal D, ces 2 émissions où on faisait une analyse du film Patterson-Gimlin. Disons-le tout de suite, cette émission Enquête de preuve, version française de The Proof is Out There, qui est diffusée dans la version anglaise sur le canal History Channel en anglais, c'est une très bonne émission. Hein, il y en a pas beaucoup d'émissions qui parlent de paranormal, qui est sérieuse. Celle-là, elle est plutôt bien. On nous présente des bouts de films qui ont été tournés, on fait appel à des experts. Et les experts analysent un peu les images. Et un peu comme on l'a dit la semaine passée ou l'autre semaine avant, quand on n'a pas d'explication, on se dit, on n'en a pas. Si ça vient de finir là, on n'en inventera pas, on le sait pas, on n'en a pas. Et c'est assez bien, hein. Je dirais, il y a quand même quelques images que j'ai vues passer ou des films pour lesquels ils ont tranché en disant on le sait pas, mais s'ils avaient poussé un peu plus loin l'investigation, ils auraient su qu'on le savait. Mais bon, ça peut arriver. Mais somme toute, de façon générale, si tu me posais la question là, sur de 1 à 10, je te dirais que c'est une émission qui est aux alentours de 7. Hein. C'est une très très bonne émission. Puis les gens qui s'intéressent au paranormal, ça vaut la peine de regarder l'enquête de preuve qui est, je le rappelle, sur le réseau Canal D. Dans l'émission dont on parle, qui vont faire l'analyse du film Patterson-Gimlin, ils reçoivent en fait 3 experts. Jeff Meldrum, qu'on nous présente comme étant un anthropologue à l'Université de l'Idaho. On nous présente le second invité qui est Isaac Tian, qui est un ingénieur en sciences de l'informatique, et Bill Munns, qui est un spécialiste des effets spéciaux. Ici, je te le dis, ce sont des gens qui ont un véritable CV comme ça. Hein? Parce que, il faut le dire, et ça me gêne pas de le dire, 9 fois sur 10 dans des émissions qui concernent le paranormal, on nous présente des gens avec des faux titres. Hein? Le docteur machin, là, ou le professeur un tel, ou on fait simplement dire que c'est un PhD. Tu sais, un gars qui nous parle, je te donne un exemple, par exemple...
on nous dit une émission sur les extraterrestres, et là, on voit un soi-disant spécialiste, par exemple David Jacobs, avec un PhD au bout. Puis là, tu dis, mon Dieu, un gars qui nous parle des enlèvements extraterrestres avec un PhD, il doit savoir de quoi il parle. Non. Pas tout le temps. David Jacobs, il est professeur en histoire et principalement en histoire de la Révolution française. Rien à voir avec les extraterrestres, rien à voir avec les enlèvements, rien à voir avec la psychologie. Donc, ça, c'est pour boffer les gens. Tu sais, où on nous dit telle personne, anthropologue, mais quand tu fouilles, le gars, il est anthropologue tout seul dans sa cour. Tu sais, il est pas reconnu par aucune institution. C'est un anthropologue autodidacte. Et oubliez ce que l'on fait, c'est on nous montre quelqu'un, on nous dit écrivain. Ouais, écrivain, ça, on peut en écrire bien des affaires. Là. Tu sais, là, Jojo Savard en écrivait des livres aussi. Là. Tu sais, là, c'est du n'importe quoi. Comment se remettre d'une peine d'amour? Oui, ouais, j'ai un PhD, j'ai écrivain. J'ai un PhD là-dedans, tu sais. Bon, mais ici, c'est vraiment des gens qui ont réellement ce PhD-là. Donc, Jeff Meldrum est vraiment un anthropologue à l'Université de l'Idaho. Isaac Tian est vraiment un ingénieur en sciences de l'informatique. Bill Munns, c'est un spécialiste des effets spéciaux. D'ailleurs, Munn a écrit un excellent livre sur le film Patterson-Gimlin il y a quelques années qui s'intitule When Roger Meet Patty. Hein, Patty, c'est le nom de la créature qu'on voit dans le film. On lui a donné le même nom que la femme de Roger Patterson, qui s'appelle Patricia Patterson, mais que tout le monde appelle Patty. Je sais pas, mais bon, il a donné ça, mais faut dire, Bill Munns, non seulement c'est un spécialiste des effets spéciaux, mais il a fait, là, s'il y a un livre que l'on doit lire pour avoir une bonne idée du film Patterson, je pense que le livre de Bill Munns est probablement au sommet. Là. C'est parmi il fait vraiment le tour du film Patterson, et comme c'est un expert en trucage, en costume, il explique quelles seraient les difficultés qu'aurait dû affronter une personne qui aurait voulu faire un film semblable, là, quels étaient les points d'achoppement dans lesquels, visiblement, Patterson n'est pas tombé. Donc, on va revenir là-dessus. Okay. Il faut le dire, puis là, parce que je sais que le temps va filer rapidement, il faut le dire, j'insiste, le film Patterson-Gimlin, c'est le nom des deux personnes qui étaient là quand le film a été tourné, c'est un film extraordinaire. Si c'est un faux extraordinaire. Si c'est un vrai extraordinaire. Mais quelle que soit l'obédience que l'on choisit, c'est un film extraordinaire. Donc, le film, il dure 59 secondes et on voit très bien en plein jour cette fameuse créature que l'on dit être un Bigfoot qui marche devant la caméra. Maintenant, est-ce vraiment un Bigfoot? On va revenir là-dessus. Mais bon, c'est quand même un film qui est extraordinaire et qui n'est pas flou. Oui, c'est vrai. Je dis souvent, quand on parle des histoires d'ovnis, c'est au flou, une petite lumière dans le ciel ou du n'importe quoi que tu sais pas c'est quoi. T'sais. Dans le cas du film Patterson, tu as deux choses. Il y a le film, même s'il a été, puis dans cette émission, Enquête de preuve, ce qui est extraordinaire, c'est que le spécialiste en sciences informatiques, Isaac Tian, a repris le film, il l'a stabilisé. Donc, parce que Patterson, quand il filmait la créature, il filmait en même temps qu'il marchait. Caméra épaule. En fait, c'est une caméra au point. En fait, c'est une 16 mm, c'est un Kodak, une Kodachrome 100. Donc, il la tenait au bout de son poing avec une poignée, là. Et le film original a été perdu. Et donc, on n'a que des copies du film. Puis d'ailleurs, une petite anecdote, là, Patterson a montré l'original pendant des jours à tout le monde. Puis là, à un moment donné, quelqu'un il a dit « Ouais, mais là, ça, c'est-tu l'original? » Patterson dit « Oui, mais là, il faudrait peut-être penser à en faire une copie, là, avant qu'il soit tout raturé. » Puis là, effectivement, ils ont fait des copies. On a les copies. L'original avait été envoyé en Floride pour dans un bureau d'avocat. Le bureau d'avocat fermé. On a déplacé les cartons et éventuellement, le film a été perdu. Donc, on n'a plus le film original. Et c'est un film 16 mm, donc même les copies que l'on a avaient au départ été refaites sur du 16 mm. Ensuite, elles avaient été transférées sur du ruban magnétique, donc du VHS par exemple, et éventuellement, tout ça s'est énormément dégradé. Et même la pellicule 16 mm, même moi j'ai j'ai assisté à une projection où on avait une copie de 3e génération. C'est proche de l'original, ça. Et l'image était quand même dégradée. Donc là, ce que l'on a fait, c'est qu'on nous explique le principe. On a pris 20 films qui provenaient des sources originales, en fait, des copies de première ou de 2e génération. Ils ont pris les meilleurs, ils en ont pris 20. Ils les ont tous comme superposés pour aller chercher tous les éléments qui manquaient sur chacun des carrés qu'on dit les frames de l'image, là, et on a reproduit le film. Et c'est
renversant. Là. La qualité qu'ils ont été chercher, ils l'ont stabilisé, hein, donc on n'a plus le mouvement de la marche de Roger Patterson. C'est assez renversant. Encore une fois, le film est clair, t'as 2 possibilités. T'en as pas 3, pas 4, il y en a 2. Ou c'est un gars dans un costume, ou c'est un vrai Bigfoot. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est l'un ou l'autre. Alors que, généralement, dans les films dits paranormaux, hein, fantômes, ovnis, tu sais, c'est... Ouais, ça peut être ça, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être... Tu sais, on sait jamais, on voit pas bien. Ici, c'est clair. C'est pas un ours, c'est pas un chien, c'est pas un raton laveur. C'est ou un Bigfoot ou un gars d'un sou. Ça, c'est certain. Ensuite, quand on regarde un peu dans l'émission ce qu'on nous dit, notamment Jeff Meldrum, qui est en fait le recordman de la collection d'empreintes de Bigfoot, en dit, ben voilà, on montre bien qu'avec l'amélioration du film, on voit la façon dont la créature se déplace, hein, sa motricité, la façon dont il dépose son pied, on voit bien que le pied a une arche, le pied roule sur la plante du pied, là. C'est pas un pied fabriqué dans un bout de bois taillé là et qu'on a accroché à des sandales pour essayer de faire accroire à des pieds de Bigfoot. Les pieds qui ont fabriqué ces empreintes étaient clairement un pied articulé et non pas un pied mis dans une chaussure avec une fausse semelle qui donne une impression de pied de Bigfoot. Et ça, c'est ce qu'on nous dit dans le film. On nous voit, on montre l'image hein, qui a été assez bien améliorée pour voir la motricité du pied et ça rejoint exactement ce que j'ai expliqué il y a quelques semaines quand on avait reçu Yvon Leclerc, oui. Avec les moulages. J'avais soumis les moulages, j'avais donné ça à un paléontologue, même si Yvon Leclerc nous dit « Oh oui, mais c'est un spécialiste des trilobites », mais même si c'est un spécialiste des trilobites, les paléontologues ont des techniques très précises pour faire ressortir des éléments d'un moulage, que ce soit celui d'un trilobite ou celui d'un pied de Bigfoot, et d'autant plus que Michel Divergillo, qui a fait l'analyse, était un individu qui ne croyait pas du tout au Bigfoot, hein. Et quand il a fait l'analyse, il l'a fait en riant, puis c'était presque en me disant, ben écoute, si c'est pas ça, mon Christian, tu vas me payer un lunch, tu sais, genre. Et finalement, quand il m'a remis l'analyse avec les moulages, tout ça, les photographies 3D, il était renversé. Hein. Il dit, je sais pas, mais c'est sûr que ça dépense la fraude du gars qui se met des fausses empreintes, là. C'est pas ça. C'est clairement un pied, puis on sait comment il a fonctionné, hein. Le talon a été posé en premier, le pied a roulé sur l'arche, les orteils se sont soulevés à la fin pour se dégager, et le pied se pose d'un seul coup, et non pas comme nous on le fait, donc en faisant un mouvement de l'arrière vers l'avant, le pied se pose d'un seul coup avant de rouler puis de se dégager. C'est une motricité qui est très particulière, et c'est une motricité à laquelle on est en droit de s'attendre pour une créature qui pèserait, par exemple, 300 kilos. Hein, le pied, l'arche du pied s'écraserait à cause du poids et la façon dont la créature, pour garder une stabilité, placerait son pied. Un peu comme balourd, là. Ouais, un peu comme le font d'ailleurs les ours. Hein, ils appliquent le pied d'un seul coup avant de rouler sur l'arche. Et c'est exactement ce que l'on voit. Donc, les conclusions que propose Jeff Meldrum dans cette émission, c'est exactement les mêmes conclusions pour ce qui est de la motricité du pied à laquelle j'étais arrivé moi-même il y a quelques années quand on avait fait ces fameuses analyses. L'analyse que ces gens-là font, hein, donc que Jeff Meldrum, Isaac Tian et Bill Munns, les analyses qu'ils font sont excessivement convaincantes. Ils nous présentent ça, c'est clair, mais il y a un mais. Mm-hmm. Et le mais, ben, c'est dans ce qu'on ne nous dit pas, comme dans n'importe quoi. On nous montre quelque chose, le discours, je ne peux pas dire que Munn, je peux pas dire que Isaac Tian ou Jeff Meldrum mentent. Non, ils racontent des choses. Ce qu'ils racontent est vrai, mais il y a plein de choses qu'ils ne disent pas et qui méritent, et qui auraient eu intérêt à mentionner pour le téléspectateur. Et c'est un peu ce que l'on va faire ce soir, donc aller au-delà de l'émission et dire ce qu'on ne nous dit pas. Donc, regardons comment le film a été tourné dans un premier temps. On est en octobre 67, ce qu'on ne nous dit pas vraiment dans le documentaire. On est en octobre 67. On a découvert quelques semaines plus tôt à Blue Creek Mountain, donc dans cette région de la forêt du nord de la Californie. Donc c'est une région très boisée, difficile d'accès. Des gens, des prospecteurs ont trouvé des empreintes à Blue Creek Mountain qui ressemblent à des empreintes de Bigfoot. Donc ils en ont parlé très rapidement, des chasseurs
chasseurs de Bigfoot se sont rendus sur place, ont pris des photographies, ont fait des mesures, etc. Donc, la presse s'empare de l'affaire et nous dit, ben voilà, on a trouvé des empreintes de Bigfoot dans cette région-là du nord de la Californie. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une fraude? Donc, on en parle. Roger Patterson, lui, il entend parler de cette histoire-là. Hein, et ce Roger Patterson, il travaille justement à un documentaire sur le Bigfoot. Ça tombe mauditement bien. Et il se dit, ben là, voilà, c'est sûr que si des gens ont vu le Bigfoot dans ce coin-là, il faut que j'y aille. Et il va louer une caméra. Puis là, il est convaincu qu'il va filmer le Bigfoot. Ça s'est jamais fait avant, mais lui, il part avec l'idée, je loue une caméra et je m'en vais tourner un film sur le Bigfoot. Pour y aller, il sait qu'il va avoir besoin d'un spécialiste d'une traque en forêt, parce que lui, Roger Patterson, c'est un individu qui est pas très éduqué. On l'a entendu un peu au début de l'émission. C'est pas un individu qui est très éduqué, c'est un individu qui a fait surtout carrière dans le rodéo. C'est un individu qui est tout petit, hein, il mesure 5 pieds 2. Okay. Et bon, je dirais rien contre ça avec mes 5 pieds 4, là, mais bon. Non, moi aussi, je suis comme à mi-chemin là-dedans, mais c'est ça, je savais pas. Tu t'as donné l'indice qu'il y avait plus ou moins d'éducation, parce que moi, je me suis dit, il y a un accent vraiment texan du Sud, je comprends pas tout, là. Non, c'est ça. Donc, pas très éduqué, il a fait carrière dans le rodéo. C'est un individu qui essayait de faire fortune, hein, avec plein de rêves américains, puis ça n'a pas marché. Donc, au moment où les événements se passent, il habite Yakima, dans l'État de Washington. Il habite une maison excessivement modeste, dans une région très rurale. Pour utiliser une expression québécoise, on dirait quasiment un shack sur le bord de la traque. C'est un peu là où vit Roger Patterson. Et là, donc, il rêve, il s'intéresse au Bigfoot. Hein, il veut dire, il a découvert le sujet du Bigfoot en 1959. Hein, il a lu des articles où on parlait du Bigfoot, ça l'a allumé. Et depuis, donc, il se passionne pour le Bigfoot. Il a lui-même créé une association de recherche sur le Bigfoot, là, la North American Bigfoot Research Organization, dont il est le seul membre. Et il a écrit, c'est quand même... et en 1966, il a publié un livre à compte d'auteur qui s'intitulait Do Abominable Snowman of America Really Exist? Est-ce que l'abominable homme des neiges d'Amérique existe en français? Et c'est un petit ouvrage, une petite planchette, là, une monographie qui a été publiée à compte d'auteur. C'est un bonhomme qui est très très pauvre. Hein? On court après les sous dans les fonds de tiroir, tout ça, mais il rêve de grandeur avec cette histoire de Bigfoot. Il croit qu'il va faire fortune avec ça. Donc, ça nous place un peu le personnage. Pour se rendre dans la forêt... Il a son propre monde, on va dire ça. Il a son propre univers. Oui, et c'est ça. Et pour se rendre là-bas, il se dit, bon, OK, je vais devoir me rendre là-bas. J'ai besoin de quelqu'un, tout ça. Et il, dans ses connaissances, il y a un type qui s'appelle Robert Gimlin. On dit souvent Robert Gimlin et Roger Patterson, deux amis. C'est pas vraiment des amis. Hein. Faut quand même nuancer un peu. Ils se connaissent. Ce sont davantage des connaissances. Bob Gimlin, Robert Gimlin, c'est un type qui est un métis, donc un sang mélangé, donc et du côté maternel, sa mère est une autochtone, et il est bien connu, hein, il agit souvent comme guide de chasse parce que il est un spécialiste pour la traque en forêt des animaux. Donc si tu veux avoir une chasse qui soit lucrative, t'engages Bob Gimlin puis il va te guider en forêt, puis t'es sûr que tu vas trouver du gibier. Donc les deux hommes se connaissent. Dire que ce sont des amis serait peut-être un peu exagéré, mais ce sont deux gens qui se connaissent. OK. Et d'ailleurs, tu vas vite comprendre que ça a dégénéré aussi. Donc, Patterson contacte Gimlin, lui dit, ben voilà, on a vu des empreintes de Bigfoot, etc. Et là, il dit, je veux tourner un documentaire. Bref, les deux hommes s'entendent, puis disent, OK, parfait, on va y aller. Donc, comme les empreintes avaient été observées dans la première semaine du mois d'octobre, le temps que Bob Gimlin et Roger Patterson fassent leurs préparatifs, ils arrivent dans la région, on y est rendu à peu près le 15 octobre 1967. Comme c'est un endroit qui n'est pas carrossable, il n'est pas possible d'y aller avec une voiture, les deux hommes ils sont allés avec la camionnette de Bob Gimlin, et ils transportent à l'arrière 2 chevaux. Et une fois arrivés sur place, ils vont débarquer des chevaux, et ils vont entreprendre donc de patrouiller le secteur à dos de cheval. Et ce qui nous amène à cet après-midi du 20 octobre 67, on est en début d'après-midi,
Et voilà que, alors qu'il longe une crique qui est à peu près asséchée, il y a un tout petit filet d'eau au milieu, le cheval, et là je te raconte ce qu'il raconte, il y a que 2 témoins à cet événement-là, Bob Gimlin et Roger Patterson. Donc il raconte que à un moment donné, le cheval de Patterson a henni et s'est dressé. Patterson a été désarçonné. Et le temps que son cheval s'est jeté sur le côté, le temps que Patterson se relève, il voit devant lui, elle est quand même à peu près à une centaine de pieds, il voit la créature. Il a l'impression, on l'a entendu au début de l'émission, il a l'impression qu'elle devait être en train de boire ou quelque chose comme ça, parce qu'il a l'impression qu'elle se relève à ce moment-là. Donc Patterson se précipite sur son cheval, toujours étendu, et sur la sacoche, il ouvre la sacoche, et là il y a la caméra à l'intérieur. Il s'empare de la caméra et se met à courir vers la créature. Et en même temps qu'il court, il appuie sur le déclencheur de la caméra. Donc le film tourne en même temps. Il se met à courir. Et donc si tu regardes le film, pour ceux qui ont la chance de voir le film au complet, le film dure 59 secondes, je te dirais que les 20 premières secondes, tu vois rien. Non, ça doit être gauche-droite, le ciel, la terre. C'est ça, parce que Patterson court avec la caméra dans sa main. Ensuite, il tombe. Alors là, on perd tout le contrôle. Il se relève. Et ce n'est que quand il se relève, donc on est rendu à peu près à la 20e seconde du film, que là, il comprend qu'il est bien mieux de rester statique. Donc, il bouge pas. Et là, il braque sa caméra vers la créature, mais en marchant très lentement cette fois, pour être bien sûr de garder la créature dans l'angle de la caméra pour bien le filmer, là, dans l'objectif de la caméra. Pendant ce temps-là, Robert Gimlin, lui, toujours à dos de cheval, se met à courir pour contourner la clairière. Et il dégaine sur son cheval, il a une sacoche aussi, où il y a une carabine, une 303. Et il va dégainer cette carabine et il va la braquer en direction de la créature. Son idée n'est pas de tirer sur la créature, mais de tirer sur les arbres pour l'obliger à faire un crochet pour ne pas entrer dans le bois. Ils veulent la garder le plus longtemps possible dans la clairière pour pouvoir la filmer le plus longtemps possible. Et alors que Gimlin court avec son cheval, bien sûr, là, alors qu'il galope en direction de la créature, carabine à la main, il entend Roger Patterson derrière lui qui crie « Laisse tomber, j'ai plus de film ». Et à ce moment-là, donc, Gimlin arrête et la créature, elle, entre dans le bois. Il faut savoir que c'est les caméras Kodak 100, comme celles qu'utilisait Patterson, ce sont des petites bobines de film qui durent à peu près 3 minutes. Et pour pouvoir changer le film, c'était assez compliqué. Il fallait prendre la caméra, l'entrer dans une espèce de sac à l'abri de la lumière, et là, à tâtons, ouvrir le boîtier, retirer le film, en mettre un autre, le faire passer par-dessus les têtes de la caméra, refermer le boîtier. C'était assez compliqué, ça demandait de longues minutes. Donc, il était clair, quand Patterson a entendu la caméra arriver au bout du film, il savait qu'il devait recharger la caméra. Il n'y avait aucune chance de pouvoir continuer à suivre la créature. Puis là, tu m'amènes une question existentielle. Je vais être plate avec ma question. Mais là, Christian t'a dit qu'il y avait une arme d'impliquer dans l'histoire. Oui. Pourquoi aurions-on pas eu l'idée de peut-être essayer de tirer sur la mystérieuse bête? Ouais, en fait, oui, t'as raison. Et d'ailleurs, Bob Gimlin, Roger Patterson est décédé en 1972. Il avait une trentaine d'années seulement. Il est mort d'une maladie d'Hodgkin, le cancer des ganglions. Et Bob Gimlin est encore vivant aujourd'hui. Moi, je lui ai parlé à quelques reprises au téléphone, un homme tout à fait charmant. Puis on va revenir sur le rôle de Bob Gimlin. Mais Gimlin, lui, disait... Aujourd'hui encore, il dit, si j'avais tiré la créature, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Ce serait réglé, il y aurait plus de débat, là, c'est vrai, c'est pas vrai. Il dit, moi, là, ça fait 50 ans, presque 60 ans que je vous dis que ça s'est passé exactement comme je vous le raconte. Et c'est vrai que Bob Gimlin n'a jamais changé sa version de l'histoire. Maintenant, il dit, on s'était entendu, moi et Roger Patterson, on s'était dit, si on voit la créature, on tirera pas dessus, parce que, bon, on sait pas ce que c'est, on veut pas tirer dessus. Mais l'idée, il dit, c'est pourquoi j'ai pas eu le réflexe de tirer sa créature, je l'aurais pas fait. Et de toute façon, tu comprends aussi le bonhomme, comme je t'ai dit, il est à moitié métis, grand respect de la nature, tout ça, c'est pas dans la corde
de Bob Gimlin de tirer sur une créature de cette manière. Non, je pense que je suis juste un peu psychopathe parce que je pense que dans la nature de personne de tirer sur un inconnu, là. Donc, c'était pas ça l'objectif. Donc, après que Roger Patterson ait changé la bobine du film, il décide de se relancer à la poursuite de la créature avec Bob Gimlin. Ils vont traverser la fameuse la clairière. Ils vont entrer un peu dans la forêt et un peu plus loin, ils vont trouver des traces sur le bord d'un petit ruisseau qui laisse croire que la créature est passée par là, mais il ne la voit plus, là. C'est sûr que si créature il y avait, elle a sacré son camp. Donc, ils reviennent à l'endroit où la créature a marché le long de la clairière, là, où ils ont tourné le film, et là, ils vont mettre des branches par-dessus les traces pour les protéger, parce qu'il y a des averses qui sont prévues. On veut les protéger, donc on va mettre des branches. Et les deux hommes, à ce moment-là, vont quitter et ils vont se rendre dans une ville pas très éloignée qui s'appelle Eureka. Et là, à Eureka, ils vont téléphoner. Roger Patterson va faire 2 appels. Le premier appel, c'est à son beau-frère, un certain Hal Diatley. Un nom important dans l'histoire parce que Hal Diatley est un homme riche. C'est le beau-frère de Roger Patterson. Et c'est lui qui a, entre guillemets, financé l'expédition. Roger Patterson n'a pas d'argent. Il vit pauvrement. Puis là, Hal Diatley étant son beau-frère, donc le frère de son épouse, il le prend un peu... je dirais pas qu'il le prend un peu en pitié, mais tu sais, il se dit, ok, je vais t'avancer l'argent pour louer la caméra, je vais te avancer l'argent pour ci ou pour ça. Tu comprends, il essaie de le prendre sous son aile, toujours parce que il aime bien sa sœur, puis bon. Puis Roger, il essaie de réussir, il réussit pas bien, mais il essaie. T'sais, au moins, c'est un gars qui essaie. Donc, Roger Patterson, une fois qu'il arrive à Eureka, contacte Hal Diatley, son beau-frère, il lui dit, j'ai filmé le Bigfoot, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, je prends la bobine, je la mets dans un avion, et je te l'envoie par la poste. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. L'avion décolle le soir même et le film va être développé 48 heures après dans les bureaux de la compagnie Kodak, les laboratoires Kodak qui se trouvent à Seattle dans l'État de Washington. Et là, donc, on a ces 900 quelques images qui font 59 secondes de film. Immédiatement après avoir raccroché avec Hal Diatley, Patterson contacte un journaliste où là, il raconte son histoire. J'ai vu le Bigfoot, je l'ai filmé, et tout est parfait, puis bon. Et l'histoire est lancée. Donc, ici, là, on a 3 hypothèses possibles. La première hypothèse, c'est que Roger Patterson a réellement filmé un Bigfoot tel qu'il le raconte. Ce qui serait extraordinaire. Deuxième hypothèse, c'est que les deux ont monté un canular. Donc, à la fois Bob Gimlin, Roger Patterson et probablement un tierce, ce qui est pas certain parce que dans le film, on ne voit jamais Bob Gimlin. Donc, Gimlin pourrait être le gars dans le costume. T'as pas besoin d'un tiers. Tu comprends? Ça peut être n'importe qui crie en arrière. C'est ça. Et on l'entend pas. Il y a pas de son sur la bande. C'est vrai. Audio. Excuse-moi, je suis trop jeune. Oui, c'est ça. Donc il y a pas de son. Donc on l'entend pas crier, rien là. Je veux dire, on a l'image, c'est tout. Quand tu regardes l'image, tu te dis, on n'a pas besoin d'une troisième personne. Bob Gimlin pourrait être le gars dans le costume. Le problème, c'est que le gabarit de la créature fonctionne pas avec le gabarit de Bob Gimlin. C'est à peu près l'élément que l'on a. Et puis la troisième hypothèse, c'est que Bob Gimlin a été trompé par Roger Patterson. Parce qu'il faut savoir que quand on a commencé à parler de l'histoire de la fraude, puis on va revenir ensuite là-dessus, même si je regarde le temps, on est bon. Quand on parle de la fraude, il y a la première chose qui vient à l'idée des gens qui ont essayé de torpiller le film, c'est Bob Gimlin. Bob Gimlin, c'est un peu la roche dans le soulier, ça. Parce que Bob Gimlin, c'est un individu d'une réputation impeccable. L'idée que Bob Gimlin ait contribué à une fraude semble invraisemblable. Alors, le seul scénario possible, si c'est une fraude, l'idée que Bob Gimlin ait pris part à la fraude volontairement semble à peu près exclue. On peut pas l'exclure entièrement, mais ça semble à peu près exclu. L'hypothèse que proposent les sceptiques qui disent c'est une fraude, c'est que Bob Gimlin, c'est un peu le témoin un peu naïf qui est venu un peu cautionner le film. C'est-à-dire que Patterson aurait concocté le trucage avec une tierce personne
Et en se disant, telle heure, tel jour, tu te présentes dans la clairière qui est là, puis quand tu vas nous voir arriver, là, tu marches en Bigfoot. Tu sais, tu traverses la clairière. Okay. Et lui, Bob Gimlin, comme c'est comme le gars qui, personne va douter de sa parole, ben, mec, il raconte l'histoire, on va nous croire, parce que Bob Gimlin dit qu'il était là puis qu'il a vu ça. Fait que Bob Gimlin, c'est un peu comme si on avait un docteur qui avait vu la patente. Tu sais, tu comprends? C'est un témoin au-dessus de tout soupçon. C'est la seule hypothèse qui est vraisemblable s'il s'agit d'une fraude. Mais il y a quand même un détail là-dedans qu'il faut retenir. Bob Gimlin dit, quand on a vu la créature, moi je suis parti à courir avec mon cheval, j'ai dégainé ma carabine puis je l'ai braqué vers la créature. J'avais pas l'intention de tirer sur elle, mais j'aurais tiré sur les arbres qui étaient devant elle. Si toi, Camille, t'es la personne qui est dans le costume, tu vois un gars qui fonce sur toi avec un cheval et une carabine qui pointe dans ta direction, ben crois-moi que tu vas arrêter, tu vas enlever ton casque, tu vas dire hop. Tu refais tout de suite, c'est une joke, là. Surtout si c'est moi qui est de l'autre bord avec le cheval, je te l'ai dit tantôt, moi j'hésite pas, là. Fait que... c'est ça, fait que on sait pas ce que le gars sur le cheval il va faire, lui, là. Exact. Donc ça, on a comme un peu un problème à travers ça. Il faut quand même aussi dire des petits détails. Roger Patterson, hein, parce que c'est pas une histoire qui est simple. Hein, on va revenir à l'image, mais c'est pas une histoire simple. Roger Patterson, c'est un crosseur. Ayons pas peur des mots, et ça on nous le dit pas dans le documentaire, mais c'est un crosseur. C'est un gars qui, comme je l'ai mentionné, a fait un peu carrière dans le rodéo, il est pauvre, il habite à Yakima, c'est un magouilleur. S'il y a une crosse dans le coin, ben t'es sûr que Roger Patterson y est dedans. Tu comprends? C'est un vrai magouilleur. Il est tout ce qui est possible du recelage, du vol de cochonnerie, n'importe quoi. T'es sûr que Roger Patterson y est jamais loin. Autrement dit, c'est le pire gars que tu aurais pu avoir pour faire ce film-là. Tu comprends? Si tu voulais un témoin pas crédible, Roger Patterson, c'est exactement ça. C'est un peu comme si quelqu'un disait « Oh, Vincent Lacroix vient de trouver sur le bord du trottoir une valise pleine d'argent. Ouais. Ça tombe-tu bien? Hey, c'est Vincent Lacroix. C'est sûr que c'est un gars honnête. » Tu sais, c'est exactement ça. Là. Tu sais, quand les gens dans la région de Yakima apprennent « Hey, un gars a filmé un Bigfoot. » Ah ouais, c'est qui? Roger Patterson. Ah, Roger Patterson a filmé un Bigfoot. Ben, écoute, ça tombe-tu bien? Tu sais, c'est vraiment, et ça, évidemment, dans le documentaire, dans le documentaire à Canal D, là, Enquête de preuve, évidemment, on nous parle jamais du personnage en question. Il est impliqué dans l'histoire du Bigfoot, il cherche à faire fortune, il loue une caméra. Il loue une caméra en disant aux gens autour de lui, je vais filmer le Bigfoot, je vais me rendre riche, etc. Et par hasard, ben justement, il réussit à le filmer, son damné Bigfoot. Écoute, ça paraît comme trop beau pour être vrai. Et immédiatement après avoir tourné le film, hein, on dit tout le temps le film Patterson-Gimlin, mais les deux hommes se sont brouillés, hein, parce que là, Patterson, lui, a commencé à dire, j'ai le film, je vais le vendre à la télé, au cinéma. Lui, il se voyait, c'était big, là. Mais le film n'a pas connu autant de succès qu'il l'aurait voulu parce que la communauté scientifique n'a pas voulu cautionner ce film-là. Ils ont regardé ça, ils ont dit, bon, on dirait un gars dans un costume, merci, bonsoir. Mais déjà au départ, il n'a pas voulu payer, il n'a pas voulu donner de droit à Bob Gimlin. Tant et si bien que les deux hommes se sont disputés. Puis Bob Gimlin, tel que je le connais, c'est un homme tout à fait affable. Ben, il a dû dire à Roger Patterson, ben, faut aller où ce que je pense, ton maudit film, puis ça vient de finir là, et merci, bonsoir. Les deux hommes se sont brouillés, puis ils se sont pas reparlés à ce moment-là. Donc, il y a quand même ces éléments-là étaient quand même importants de mentionner, même si le film est intéressant, le film est beau, on voit ça, ben, mais ensuite, tu dis, il y a quand même, bon, la personnalité de Roger Patterson vient de jeter de l'eau un peu sur le moulin, là. C'est-à-dire de jeter de l'eau sur le feu, là. C'est, c'était super fantastique, mais là, tout d'un coup, tu viens un peu d'éteindre ma mèche, là. Ensuite de ça, mais il faut faire attention pour ne pas, comment je pourrais dire, jeter le bébé avec l'eau du bain.
C'est vrai que Roger Patterson était à peu près le pire témoin que tu pouvais avoir dans une histoire comme ça. C'est un crosseur, c'est un gars qui inventait toutes sortes de patentes, aimait se vanter de toutes sortes d'affaires, un gars qui essayait de se vendre plus grand que nature. Là, tu sais là. Bon, c'est sûr que ça, ça aide pas nécessairement la cause, et c'est en grande raison aussi pourquoi le film a été très discrédité au départ. Les gens disaient ben oui, mais tu sais, Roger Patterson filme un film de même. Écoute, c'est Roger Patterson. T'sais. Cette semaine c'est le Bigfoot, puis si tu donnes un peu de temps, la semaine prochaine, ça va être des Martiens, puis l'autre semaine d'après, ça va être le monde du Loch Ness, tu sais, je veux dire. Donc, c'était pas une caution intéressante sur Roger Patterson. Cela étant dit, avec le temps, le film a été analysé, on a regardé, et plus on améliore le film, plus on voit des détails qui sont intéressants, des détails qui, on se dit, est-ce que c'était réellement à la portée d'un gars, un cow-boy, qui aurait pu faire un film comme celui-là? Il faut quand même se dire. Puis là, je te présente ça en vrac parce que le temps file, puis c'est un peu difficile de suivre un peu tout le parcours, mais c'est vrai qu'à partir du moment où le film est sorti, il y a depuis 1967, au moins 5 personnes qui ont dit « J'étais le gars dans le soute ». Ah, OK. Sauf que « Je suis le gars dans le soute », ils n'ont jamais été capables de donner de l'information pertinente. Quand il disait, c'était moi le gars dans le soute. OK, il était fait comment ce soute-là? Je m'en rappelle pas. Le zip, était-tu en avant ou en arrière? Je m'en rappelle pas. Comment on se mettait les gants? Je m'en rappelle pas. Ah bon, OK. Fait que c'est facile de dire j'étais le gars dans le soute, là, tu sais. La personne qui a fait cette prétention-là, qui est la plus connue, c'est un type qui s'appelle Bob Euronymous. En 1999, il dit « J'étais le gars dans le soute ». Un énième qui est candidat au gars dans le soute. Et il explique que il connaissait Roger Patterson. Une recherche montre effectivement que les Euronymous et les Patterson, lorsqu'ils étaient jeunes, vivaient pas loin l'un de l'autre dans le même quartier. Puis c'est vrai qu'ils traînaient ensemble. Donc c'est vrai que Bob Euronymous connaissait effectivement Roger Patterson. Mais l'histoire qu'il raconte est un peu cousu de fil blanc. Hein. Il déclare en 99, c'est moi le gars dans le soute. OK? Et là, il explique, il dit, moi, là, je vous le dis, là, je fais cette révélation-là parce que, à l'époque, Roger Patterson avait promis de me donner $1000 si je mettais le soute puis je marchais dans la clairière pour qu'il puisse me filmer. Puis il dit, Roger Patterson, il m'a jamais payé. Hein? C'est quand même curieux que le film est tourné en 67. Roger Patterson dit qu'il va te donner $1000, il te paye pas, puis t'attends 1999, 25 ans après sa mort, pour dire que c'était toi le gars dans le soute. C'est quand même un peu curieux. Moi, si j'étais Roger Patterson, puis j'avais engagé un gars pour porter le costume, je peux te dire que le premier gars que j'aurais payé sur ma liste, c'est le gars qui était dans le soute. Parce que c'est lui qui va faire tomber mon château de cartes. Il suffit qu'il sorte publiquement pour dire « J'étais le gars dans le costume », ça vient de finir là. Donc la première personne que tu payes, c'est lui. Ça paraît un peu curieux. Et ce Bob Euronymous, qui fait ses confidences, il change son histoire. Hein. Quand on lui a posé la question de comment était fait le costume, au début, c'est le costume est fait, parce que son témoignage va être reproduit dans un livre qui s'appelle Making Bigfoot, qui a été écrit par un sceptique qui s'appelle Greg Long. J'ai rien contre ça. Là. Je veux dire, des livres sceptiques, c'est bien d'avoir la position sceptique. C'est d'ailleurs ce que j'encourage souvent les gens à faire, le doute systématique. Ouais. Et dans cet ouvrage-là, il dit... Au début, il dit, le costume était fait avec des peaux de la peau de cheval qui avait été tannée. Puis c'était un costume qui était artisanal. Là, tu sais, là, il explique, il dit, il y avait comme des bras, puis un torse, là, comme un manteau, puis la tête, puis il explique ça. Mais quand on commence à lui poser des questions sur comment le costume, ça paraît un peu étrange, puis c'est pas ce qu'on voit dans le film, il change de version. C'était pas tout à fait ça. Le costume, c'était un costume qu'on avait loué chez un type qui s'appelle Philip Morris, qui fournissait des costumes, notamment pour Hollywood, tout ça. Puis c'était un costume on avait loué chez Philip Morris. Bref, Bob Euronymous change de version comme il change de chemise. Il ne correspond pas non plus au gabarit de la créature. Si c'était Bob Euronymous dans le costume, il aurait fallu y rajouter une tête par-dessus la sienne pour que ça fonctionne. Ses bras sont trop courts, donc il aurait fallu qu'au bout de à la hauteur de ses coudes, qu'on lui mette des avant-bras postiches. Mais ça marche pas parce que la créature, on voit qu'elle bouge les avant-bras, donc c'est pas des avant-bras postiches. Bref, son témoignage est pas recevable. Et je le dis parce que c'est amusant parce que tu connais l'expression « si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou ». Oui. Quand c'est pas bon pour Pitou, c'est pas bon pour Minou. Parce que les sceptiques font exactement ça. Si quelqu'un avait dit « j'ai vu un ovni » et son histoire était aussi décousue que celle de Bob Euronymous, les sceptiques auraient dit «
ça vaut pas la peine d'écouter ce gars-là, il dit n'importe quoi. Mais là, parce que Bob Hieronymus fait son témoignage fait leur affaire, il l'accepte. Mais fondamentalement, son témoignage est aussi décousu que d'autres témoignages où des gens disent qu'ils ont vu des ovnis. Tu comprends-tu? Exact. Donc, si c'est pas bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou. Donc, si c'est pas bon pour les croyants, ben c'est pas bon pour les sceptiques. Si Bob Hieronymus, au lieu de dire j'étais le gars dans le costume, avait dit j'ai vu une soucoupe volante, ben crois-moi que les sceptiques l'auraient envoyé balader. Son témoignage est tout à fait irrecevable. Ensuite, les autres éléments, quand on regarde la créature du film Patterson-Gimlin, on dit Patty, pourquoi? Parce que elle a une grosse poitrine qui sautille au moment où elle marche. Ça, c'est compliqué. Si Roger Patterson avait fabriqué un costume, ben, c'est quand même étrange qu'il se soit donné la peine de construire une poitrine féminine. C'est plus difficile à faire. Pourquoi faire compliqué quand tu peux faire simple? Si tu louais un costume, ben, tous les costumes de gorilles qui étaient disponibles sur le marché étaient tous des costumes de mâle sans poitrine. Il aurait donc fallu que Patterson fasse un costume en incluant des éléments qui se seraient finalement cassés un peu le basic pour faire. Autre élément qu'on doit retenir, c'est des déclarations qui sont absolument non fondées. Par exemple, Rick Baker, qui est un spécialiste des effets spéciaux, c'est lui notamment qui a fait le costume dans le film Harry et les Anderson, que tu as peut-être vu, hein, qui est une histoire de Bigfoot. Et dans Harry et les Anderson, donc, Rick Baker fait les effets spéciaux. Et Rick Baker, c'est un petit peu l'héritier de John Chambers. John Chambers, dans les années 60, hein, parce qu'il faut remettre le film dans son contexte, on est en 1967. En 1967, le meilleur costume qu'on avait vu de gorille, c'était la planète des singes. Ben, c'est ça. Je connais moins Harry et les Anderson, mais je connais les costumes de la planète des singes. La planète des singes. Et dans la version originale de 1967, celui qui avait fait les costumes, pour lequel d'ailleurs il a gagné un Oscar, c'est John Chambers. Et Chambers a été un peu le mentor de Rick Baker. Et on a tous vu, bon, ceux qui ont de ma génération, les cinéphiles qui s'intéressent à la science-fiction, ont probablement vu l'original de la planète des singes. On voit que c'est pas très articulé, ce sont des masses, puis des poils qui ont été collés, tout ça. Et donc, Chambers a quand même gagné un Oscar pour ça, mais c'était à peu près le nec plus ultra qu'on avait à l'époque. Pourquoi je te parle de Rick Baker? C'est que il y a quelques années après, donc on est dans les années 70, début des années 80, à un moment donné, par un concours de circonstances, on se met à parler du film Patterson-Gimlin, et Rick Baker dit comme ça, le film Patterson-Gimlin. Il dit, ce film-là, le costume avait été fait à l'époque par John Chambers. Oh. Et là, ben, les sceptiques ont sauté là-dessus, on dit, ben voilà, c'est pour ça qu'il est si beau le costume dans le film Patterson-Gimlin, c'est parce qu'il était fait par John Chambers. Mais, on n'a pas vérifié, mais heureusement, un journaliste est allé voir John Chambers. Il l'a retrouvé, il était dans une maison pour personnes retraitées âgées, et quand le journaliste est allé le voir, puis il lui a dit, hey, Rick Baker dit que vous avez fait le costume dans le film Patterson-Gimlin. John Chambers, évidemment, connaissait ce film-là. Il s'est mis à rire, puis il dit, non, c'est pas moi qui l'ai fait, mais si vous connaissez le gars qui l'a fait, dites-lui que je l'engage. Ah, OK. Donc, ça nous montre. Bref, le film Patterson-Gimlin montre quelque chose de surprenant. C'est ou bien, encore une fois, on revient un peu à ce que j'ai dit au début, ou bien c'est la meilleure fraude qui a jamais été faite dans toute l'histoire de la cryptozoologie, ou bien on voit la vraie patente. On voit vraiment un Bigfoot. C'est un film exceptionnel. Et là, comme je vois que le temps file, je vais quand même finir avec des petits éléments qu'on ne dit pas et qui est quand même important de retenir. On aurait 2 minutes, Christian. 2 minutes? Yes. Le film Patterson-Gimlin, faut quand même se dire que c'est un peu l'arbre qui nous cache la forêt. On regarde ça, puis on se dit, c'est convaincant, c'est beau. Mais ensuite, il faut pousser plus loin. Il y a plein d'affaires là-dedans qui marchent pas. Soyons sérieux. Quand Jeff Meldrum, dans l'émission, dit « c'est un bon film, puis pourquoi on n'en a pas d'autres bons films aujourd'hui? » Ben, c'est parce que les gens s'ils voient un Bigfoot, ils se sautent. Voyons, là, tu nous comptes des bobards. Tout le monde a des téléphones portables dans leur poche. Dans les grandes forêts nationales, notamment les forêts du nord de la Californie, il faut savoir que le gouvernement, le département des forêts, installe des caméras sur les arbres pour filmer les animaux, pour pouvoir
comptabiliser la quantité d'animaux qu'il y a dans les forêts. On a des caméras capteurs de mouvement même. Voilà. Et ces caméras-là n'ont jamais filmé un Bigfoot. Les gens, les chasseurs vont en forêt avec des caméras, en installent sur les arbres pour filmer le gibier et ont jamais filmé de Bigfoot. Et ensuite de ça, quand on nous parle du Bigfoot, on a dit, il y a un bon candidat pour le Bigfoot, ce serait le Gigantopithecus blacki, qui est un ancêtre de l'être humain qui ressemblait au Bigfoot. Il faut se rappeler qu'en Amérique du Nord, on n'a jamais, mais jamais, trouvé un seul fossile de primate. Ça vient de fermer le dossier en tabarnouche, ça, là. Jamais? Jamais on a trouvé un fossile de primate. Les seuls fossiles primates qu'on a trouvés, c'est des fossiles humains, et ce sont des gens qui sont arrivés il y a à peu près 15 000 ans par le détroit de Bering pour coloniser l'Amérique du Nord. Donc l'idée là d'un Bigfoot, d'un Sasquatch, d'un hominidé inconnu, ça n'existe pas dans le livre de la taxinomie. On n'a pas de fossiles, on n'a jamais pas trouvé une dent, un poil, un orteil, rien, pas en tout. On a trouvé des brontosaures, des tyrannosaures, des n'importe quoi, mais des primates, jamais. C'est fou, hein? Donc, ça me fait rebondir à mon questionnement que j'ai dans ma tête, justement. Pourquoi, si on avait à trouver une preuve de l'existence de Bigfoot, ce serait ici, tu sais, dans ce... Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. Tu regardes le film, ça a l'air bien convaincant, mais ouvre-toi un peu, là. Attends une minute, il est pas tout seul, lui, là. Rien que dans la région, là, le Six Forest, le parc des Six Forêts, où le film a été tourné, on a évalué qu'il faudrait au moins 3000 individus pour maintenir une population viable. On le voit pas. On n'a pas trouvé de fossiles, jamais. Ni de fossiles maintenant, puis ni de fossiles de la préhistoire. On n'a pas trouvé, par exemple, un squelette de singe vieux de 3000 ans. Si on en trouvait un, on pourrait se dire, il y a eu des primates en Amérique du Nord, donc il est possible qu'il y ait eu un Bigfoot. Non, on n'en a jamais trouvé. Zéro. Donc ça, on nous le dit pas dans le documentaire et on devrait nous le dire. Et il faut quand même se dire, et là je sais que le temps, il nous reste, je prends 30 secondes pour te dire, oui. En 2012, il y a un généticien de l'université d'Oxford, en Angleterre, qui a lancé un appel à tous les amateurs de Bigfoot, tout ça, en lui disant, si vous avez des poils ou n'importe quoi, je vais les analyser, je vais analyser l'ADN, etc. Et il a reçu 57 échantillons. Sur ces 57 échantillons, il y en avait 37 qui étaient valables pour une analyse ADN. Et de cette analyse, zéro se sont révélés être ceux d'un hominidé inconnu. C'était ou bien des poils de chevaux, des poils de yak, des poils de renard, des poils d'ours, mais pas de poils de Bigfoot. Donc, si le film Patterson est convaincant, l'environnement rend l'affaire à peu près impossible. S'il y a des hominidés inconnus en Amérique du Nord, je voudrais bien savoir d'où ils viennent. Qui plus est, jamais un seul fossile d'un primate n'a été trouvé en Amérique du Nord. Aucun. J'ai l'impression qu'il y a un designer à quelque part qui manque l'occasion de faire une petite fortune pour sa descendance. Hein? Ça pointe vers là, même si on n'a pas de certitude à 100%. Ça reste... Fait que tu vois, donc c'est ça. Et c'est pourquoi je te dis qu'il faut faire attention. Même si on peut pas prouver que le film est une fraude, il faut quand même se rappeler que c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt. À trop regarder le film, on oublie que le contexte de l'existence d'un hominidé inconnu ne tient pas la route si on regarde les éléments qu'on a scientifiquement. Bon point. Je termine avec ce commentaire-là. C'est parvenu au début de l'émission, Christian, puis ça m'a fait sourire. C'est Cassie qui nous écrit puis qui nous remercie pour les émissions et tes livres à toi, Christian. Je vous écoute à chaque semaine et ça depuis des années. J'espère que vous réalisez à quel point vos émissions sont plus que du paranormal pour moi. Elles sont une belle leçon de vie à tous et chacun sur l'importance d'un sens critique aiguisé. J'ai 2 jeunes enfants à qui je souhaite leur apprendre ce que vous m'avez appris. 1000 fois merci. Je trouve ça super beau. C'est gentil. Je suis content, puis c'est ça qui nous incite à faire ces émissions tous les soirs pour essayer de démêler un peu la vérité, hein, comme je le dis souvent, c'est la vérité. C'est rare qu'on rencontre des gens qui sont amoureux de la vérité. On a des croyants, on a des sceptiques, mais des amoureux de la vérité, on n'en a pas beaucoup. Fait que je me joins à Casey pour te dire la même chose. Merci d'être là tous les soirs puis nous raconter des histoires qui sont fascinantes et qui nous amènent à réfléchir beaucoup. On reprend ça demain. Absolument. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Bye. Radio X Files. Radio X.
Ouellette, en direct. Là, on accepte tout ça, là. Êtes-vous rendu malade? Si mon enfant demain se met à se licher les mains en miaulant, puis que je dis, ben voyons, qu'il fait... C'est sûr qu'on va voir le psychologue, là. Mais non, mais je vais pas me dire, ah ben là, il sent chat. Marie, va y chercher une litière. Ouellette, en direct, lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Présenté par Oricom Internet. Centre des données, solutions courriel, connexion Internet résidentielle ou affaires. Pensez aux spécialistes ici, à Québec, Oricom Internet. Visitez oricom.ca. Un an, ça se fête. Venez célébrer avec nous le premier anniversaire du magasin L'Accordé dans le quartier Saint-Roch ce vendredi, samedi et dimanche. 3 jours de festivités, de rabais et de cliniques. Plusieurs surprises et tirages sur place, dont la chance de gagner un vélo Trek d'une valeur de 1500 $. Des cadeaux avec achat pour les 200 premiers clients par jour du 14 au 16 avril. Passez nous voir à notre magasin L'Accordé du quartier Saint-Roch. Une seule adresse, 405 rue Saint-Joseph-Est. L'Accordé, votre spécialiste plein air depuis 70 ans. Lorsque vous prenez le volant, rien n'est plus important que votre sécurité. Et c'est exactement ce que vous offre Subaru grâce à la traction intégrale symétrique à prise constante de série. Pour en savoir plus sur nos véhicules, visitez sans tarder votre concessionnaire. Chez nous, c'est Subaru. En surface, on peut sembler n'offrir qu'un choix exclusif de possibilités pour habiller vos murs et vos planchers. Mais dans le fond, on a aussi des designers pour vous guider quand votre cœur balance et des installateurs pour vous poser tout ça correctement. Déco Surface, bien plus qu'en surface. À partir de maintenant, jusqu'au 30 avril, profitez des rabais de notre vente du printemps allant jusqu'à 50% sur des céramiques et porcelaines ainsi que sur une sélection de couvre-planchers et des produits de décoration. Rendez-vous en magasin ou sur décosurface.com pour les détails. Chez Club Piscine, on sait qu'un simple peut être assez stressant. Alors imaginez quand votre journée sonne comme ça. On a justement la solution pour vous aider à décrocher. Un bon petit spa à la maison. Avec son eau chaude et envoûtante, c'est parfait pour passer en mode... Oups, ne pas déranger. Pour un temps limité, économisez 750 $ sur les spas jacuzzi, en plus de ne rien payer avant 2024. Seulement chez Club Piscine. Escalier de la Chaudière recrute. Vous êtes menuisier? Amoureux du travail bien fait? Profitez d'un poste de 40 heures par semaine avec un salaire conforme au décret de la construction. Intégrez l'équipe d'Escalier de la Chaudière. Envoyez votre CV au info@ebdlc.com. Capsule. Radio X. Supporte ses partenaires. Duzen, c'est une gamme d'excavatrices et de chargeurs technologiques, ergonomiques, silencieux et économiques. Équipement Plan Nord vous offre un taux de financement à partir de 0%. En passant, Duzen est maintenant devenu Devlon. Autre nom, même machine. Duzen ou Devlon chez Équipement Plan Nord, plannord.com. Un déménagement, ça peut être stressant. Mais avec Déménageurs Québec, vous êtes entre bonnes mains. Débrouillards, travaillants et bien outillés, nos déménageurs relèvent tous les défis. Pour vos déménagements longue distance commerciaux ou résidentiels, c'est Déménageurs Québec. Déménagement avec un S-Québec.ca. La saison du barbecue commence. Poêles et Foyers Portneuf vous offre le plus beau choix de barbecue, plusieurs déjà assemblés et prêts à partir. Conseil d'utilisation sur place, jusqu'à 1000 $ de rabais sur certains barbecues en inventaire. Poêles et Foyers Portneuf.com, 241 rue du Pont, Pont-Rouge. Nouveau à Québec, le centre de réparation et de pièces de portes et fenêtres en gros. Thermos embués, moustiquaires, scellants, mousse isolante et aluminium, on a tout pour vos projets. Particuliers et entrepreneurs, on vous attend au 723 Pierre-Bertrand. Pièces de portes et fenêtres en gros.com. C'est l'heure Toyota chez Charlebourg Toyota. Procurez-vous la Corolla hybride LE à traction intégrale. Un modèle offrant confort et commodité exceptionnelle. Magasinez-la en ligne ou passez nous voir. Chez Charlebourg Toyota, Henri Bourassa. Je suis prêt à acheter ma première maison, mais je connais pas toutes les étapes. Le secret pour faire une transaction gagnante, c'est de bien acheter. Savoir acheter et évaluer, c'est ma force. Votre allié en immobilier, c'est Patricia Deguara. Patricia vend tout à Québec. Parce qu'on ne change pas les habitudes gagnantes, on vous attend chez Pat Rétro. Votre casse-croûte de confiance depuis 1983. Goûtez nos frites cuites à l'ordre, nos poutines dont la 3 viandes et l'italienne, nos burgers, hot dogs et même nos pains à la viande. Aussi offerts en format d'1 litre et d'un demi-litre pour vous régaler à la maison. Dégustez notre délicieux menu dans notre salle à manger ambiance rétro ou pour emporter. Envie de vous joindre à notre équipe? Apportez-nous votre CV.
Pat Rétro, votre diner familial à Québec depuis bientôt 40 ans. Coin Maguire et Bergeville. En avril, venez acheter votre toute nouvelle Kia et profitez d'un autofinancement à partir de 3,99% chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Le Kia Seltos 2023 avec traction intégrale est offert au financement à partir de 3,99%. Tous les propriétaires actuels d'une Kia obtiennent une réduction de taux de 1%. Les Sportage et Sorento 2023 sont maintenant en inventaire et fin prêt pour la livraison. Venez chercher le vôtre dès maintenant. Vous en avez toujours plus avec le prix du gros chez Kia Cap Santé et Kia Laurier Station. Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour pour un temps limité. 3 tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec les accompagnements et une sauce miel et piri-piri. Ce printemps, le tracteur compact BX23S de Kubota vous aidera à vraiment tout faire sur votre propriété. Obtenez un tracteur BX durable avec un chargeur et une rétrocaveuse pour seulement 425 $ par mois pendant 72 mois. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Fin de semaine sous le signe de la pluie. Wow! 90% de risque d'orage, pluie abondante jusqu'à 20 mm. Eh boy! Attention, les routes de la région risquent d'être très boueuses. Bon, ben la gang, on n'a pas le choix d'aller au chalet. Les conditions sont parfaites. On pack le Jeep! Pendant l'événement Jeep sans limite, profitez d'un taux de financement à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur la plupart des Jeep Grand Cherokee 2023. Sur approbation de crédit, détails sur jeep.ca. Moreau en jazz. Est-ce que M. Sutter va être coach des Flames l'an prochain? Celui qui ne s'est pas rappelé du nom d'un joueur québécois, en passant. Aïe. Non, mais c'est vrai, les gars. Tu sais, sa face de bleu, on est écœuré de la voir. Il a de l'air il ressemble un peu à M. Tranquille, là, avec Patop, dans le temps. Là. Hey, come on, là. Tu sais, on a besoin de... Nouvelle génération. Un gars qui va être positif. Moreau en jazz. Lundi au vendredi, 10h. Radio X. Présenté par Planet X. Vous méritez des soirées signées Planet X. Amour, plaisir, fantaisie, découverte. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X. 6 boutiques pour vous servir. Monplanetx.com. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Le Spacecast présenté par PM Terroir.